Bonjour, Mme Vigneault. Bonjour, M. Dano. Alors, Mme Vigneault, vous êtes propriétaire de cette société qui s'appelle... Décoration Aston. Depuis combien d'années? Depuis le 17 novembre 1998. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir propriétaire d'une compagnie comme celle-là? J'aimais beaucoup les produits. Oui. J'étais à ma retraite. J'ai trouvé que ça me ferait un beau passe-temps, mais c'est devenu beaucoup plus qu'un passe-temps, évidemment. Un job à temps plein? À temps plein, oui. J'aimais le contact avec les jeunes aussi, parce que la plupart des employés, c'était des jeunes. Oui. Et puis, le défi, Est-ce que le fait d'avoir une entreprise comme celle-là en région pouvait être aussi quelque chose qui vous amenait à maintenir cette entreprise? J'aimerais ça vous répondre oui, mais je n'ai pas vraiment pensé à ça. À ce moment-là? Non. C'était valorisant aussi, oui. parce qu'évidemment, à la retraite, on est plus tranquille. Oui. Alors, j'ai pris tout ça en considération, mais ça m'a pris beaucoup de temps à me décider parce que j'avais aucune expérience, ni dans la production, les achats, l'expédition, employés, CSST, remise du gouvernement, expédition. Toute la paperasse qui découle de ça. Et oui, sans oublier les douanes, que c'est une partie très importante. Et ils sont touchés, excusez le mot, là. Alors, il faut faire attention. Mais ça s'apprend, ces choses-là, hein? Toutes ces choses-là s'apprennent, une par une. Parce que tout ensemble, ça paraît énorme. Il faut dire aussi que la compagnie est un petit peu moins grande. Bien, c'est ça la question que je vais vous poser. Au début, ça devait être tout petit. Bien, il pouvait avoir peut-être 7-8 employés déjà, parce que ça existait déjà depuis quelque temps quand j'ai acheté. Mais évidemment, les produits se vendaient bien. Puis, on ne demandait pas mieux que de grandir. Tant et si bien qu'on était à ce moment-là installé au village, dans le garage de mon mari, qui est soudeur, puis qui soudait certains de ces produits-là. Puis, finalement, là, il a fallu prendre plus grand. Quand on était au village, nos chaudières étaient dehors. On n'avait pas un endroit caché pour les entreposer, qui n'était pas très commode. Parce qu'évidemment, l'hiver, la glace, la neige, le printemps dans l'eau, dans la boue. Mais enfin, on se débrouillait quand même assez bien avec ça. Tandis qu'ici, toutes nos chaudières sont à l'abri, qui est très important. Ça nous sauve beaucoup de temps, ça nous sauve du désagrément aussi. Parce qu'évidemment, là, puis même notre production finie, prête à partir, était souvent dehors aussi. Parce que ça ne dérangeait pas que ces choses-là suivent les intempéries. Au contraire, c'était notre façon de voir les choses qu'on se servait de vieilles chaudières, puis qu'elles portent la marque du temps, égratignées, un peu fade. C'était correct, c'était ça notre produit, là. On insistait beaucoup, puis on insiste encore d'ailleurs beaucoup, sur le fait que c'est finalement des antiquités. Les chaudières, il faut penser que les chaudières d'eau d'érable ont été fabriquées peut-être au début du siècle. Les chaudières en tôle, surtout. Ensuite, ça a changé pour des chaudières galvanisées qui rouillaient moins. Mais ils s'en fabriquent à peu près plus maintenant. J'ai essayé à différentes places parce que c'est pas une source inépuisable quand même, là. Les chaudières? Ben non, ça, là, un coup que tous les cultivateurs vont nous avoir bien consentis à nous vendre leurs chaudières, ben ils s'en fabriquent plus de ça. Puis même s'ils s'en fabriquent encore, elles n'auront pas la patine du temps et les bosses, les égratignures et tout ce qui fait que chaque chaudière a sa vie propre en réalité, qu'on essaye beaucoup de conserver puis de perpétuer. Maintenant, vous dites, Mme Vigneault, que bon, ça a commencé avec des chaudières. C'était la matière première, la chaudière. Oui, puis de la broche barbelée pour faire nos anses de chaudière. Puis même les choses qui étaient montées sur un morceau de bois, bien, c'était des vieilles clôtures, puis des vieux poteaux d'escalier, toujours des antiquités. Parce que le monsieur qui a commencé ça était antiquaire. Puis il achetait vraiment toutes sortes de choses. Alors on a pigé là-dedans, puis on a fait nos beaux dimanches avec ça. On aimait ça, nous autres aussi. Donc c'est la récupération, finalement. Vous faisiez la récupération? Oui. Ah oui, on peut appeler ça comme ça, définitivement. Vous récupérez de vieilles chaudières et vous les transformez en objets. Oui. D'ailleurs, vous avez trouvé un beau nom pour ça. Oui. La chaudière, réanimée. Réanimée. Oui. Excellent. Alors, mais ça, si vous utilisez essentiellement les chaudières,
Mais là, j'imagine que le bassin des chaudières n'est pas illimité. À un moment donné, il doit y avoir une rareté de chaudières. Ah oui, il y a une rareté de chaudières, définitivement. Les gens qui vont les ramasser, qui passent dans les rangs, puis chez les cultivateurs, nous disent bien que là, on est à Valentour, mais là, il faut aller jusqu'en Gaspésie, même des fois, pour les chercher. Ah oui, c'est difficile. Là, il y a beaucoup d'érablières, j'imagine, je ne sais pas, dans la Beauce ou oui, dans ces places-là. Puis même s'il n'y a pas beaucoup d'érablières, on essaie quand même de ratisser pour avoir toutes les chaudières possibles et imaginables qui peuvent rester. On n'est pas les seuls non plus. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y en a d'autres qui ramassent de vieilles chaudières pour les transformer? Ah oui, définitivement. Puis probablement qu'il y en a des quantités énormes qui sont parties pour les États-Unis avant d'être transformées.